bonjour à tous. On est ici ensemble pour Top Sport pour discuter des nombreux sujets d'actualité et notamment d'une actualité très très chaude parce que c'est tombé il y a quelques heures de ça, ce 21 décembre. La Cour de justice européenne a tranché en faveur de la Super League, donc des organisateurs de la Super League. Pour le coup, il ne restait que deux clubs encore liés à ce projet, c'était le FC Barcelone et le Real Madrid. Les autres avaient progressivement quitté le projet, mais on avait un petit peu oublié en fait ce procès en cours entre l'UEFA et les organisateurs de la Super League. Et la Cour européenne a tranché en faveur de la Super League et reconnaît en fait à d'autres organisations le droit d'organiser leur propre compétition. L'UEFA n'a pas le droit légalement d'avoir un monopole sur l'organisation des compétitions européennes. On a un peu de mal à mesurer en fait l'ampleur de cette décision, je trouve, parce qu'elle peut prendre énormément de formes. La première répercussion évidente, c'est qu'à mon avis, une Super League va voir le jour. Sinon, tout ça n'a eu aucun sens, évidemment. Messieurs, qu'est-ce que ça vous inspire, cette nouvelle qui est une petite bombe, en fait. On a l'impression quand même que ça peut changer beaucoup de choses. Julien? Bah oui, comme tu dis, c'est une bombe, parce que ça va très certainement modifier le paysage footballistique européen à plus d'un titre. Les clubs veulent... dernier projet qui était mis en place, ça avait été fort critiqué, la Ligue fermée, ils voulaient quelque chose d'un peu plus ouvert, entre guillemets, avec 3 divisions de 18 à 20 clubs, système de promotion-relégation. Maintenant, est-ce que ces 3 divisions sont fermées dans l'ensemble, ou est-ce que les clubs vont pouvoir rejoindre d'une certaine manière? C'est pas encore trop, c'est assez flou. Mais voilà, si on a des divisions de 18 à 20 clubs, ça veut dire une quantité de matchs phénoménale en plus. Mhm. Donc voilà, on ne sait pas encore du tout comment ça va s'organiser, comment ça va s'articuler avec les championnats, avec les autres Coupes d'Europe. Donc pour le moment, c'est un peu le flou, mais ça ouvre une porte gigantesque. David, pour toi, Bah, pour moi, le vrai débat, c'est la fin du monopole de l'UEFA, premièrement. Deuxièmement, comme disait Julien, quid championnat ouvert et fermé. Donc maintenant, c'était fermé, vu que c'est l'UEFA qui décidait, qui organisait tout, hein. Mhm. Maintenant, c'est des championnats ouverts. Quid de la solidarité financière aussi, hein, la répartition de l'argent de la Ligue des Champions. Est-ce que l'UEFA va punir les clubs qui vont organiser leur championnat alternatif qui sera peut-être financé par des pays qui investissent du Moyen-Orient, qui investissent énormément dans le foot. Donc ça peut avoir des répercussions incroyables. Je me rappelle dans ma jeunesse, dans les années 80, 90, que Michel Verschuur était occupé avec les petits pays européens, hein. Enfin, j'appelle ça les petits pays, le Portugal, il y avait le Danemark, l'Écosse, etc. le subtop, on va dire. Ouais, le subtop européen. Parce qu'ils se rendaient compte que la Ligue des Champions pour un pays comme la Belgique, ça devenait compliqué, hein. Donc on peut participer, mais on sait qu'on participe un peu pour l'argent et qu'en décembre, c'est fini. D'organiser un championnat, la Atlantic League, alternative à la Champions League. Et bon, évidemment, l'UEFA interdit ça. Bon, c'est devenu maintenant l'Europa League, l'UEFA, la Coupe UEFA, l'Europa League. Donc on a la Conference League. Mhm. D'ailleurs, une formule qui me plaît beaucoup. Ces 3 divisions en Europe, comme ça, tout le monde peut, enfin, tous les pays peuvent participer. Donc, oui, je me demande ce que vont faire les clubs, les supporters aussi. Ça, c'est le troisième pôle. Il y a plein de supporters déjà aujourd'hui, même en Premier League, des supporters de Man City, de la Juve, qui s'opposent à un nouveau championnat type NBA, hein. Mhm. Donc voilà, moi je suis très curieux de ce qui va se passer, mais je trouve que c'est assez logique qu'il n'y ait plus de monopole. Ce qui avait été notamment annoncé par c'est A22 Sports, je crois, l'entreprise derrière tout ça, c'était que 60 clubs auraient déjà été contactés, auraient donné une sorte de préaccord pour participer à cette compétition. Il y a quand même probablement pas mal de clubs qui s'étaient retirés du projet à la base devant le battage médiatique, devant les menaces de l'UEFA, mais qui vont probablement, si on leur met assez d'argent sur la table, qui vont revenir. Quel club on pourrait voir dans cette compétition, Bruno? Quelle forme prendrait cette compétition? Ben, de toute façon, il y a déjà tous ces grands clubs européens qui sont des habitués de la Ligue des Champions. Donc on a cité le nom de Barcelone, de Real, la Juventus, l'Inter de Milan, etc. Donc des clubs qui s'étaient retirés face aux menaces de l'UEFA. Maintenant, ben, ces clubs, ils vont sauter, ils vont franchir le pas.
Ça fait aucun doute. Maintenant, pour ce qui est de cette compétition, moi je pense que ça fait partie de l'évolution naturelle des choses. Pendant des décennies, chaque pays de football a eu son championnat, a eu sa coupe nationale. Et puis à un moment donné, dans les années 50, il y a eu un journaliste de l'équipe qui a dit, mais il faut en terminer avec ces matchs amicaux de prestige. D'ailleurs, Anderlecht, pendant les années 50, faisait des matchs amicaux de prestige pour inaugurer leur éclairage. Ils avaient fait venir le Racing Club de Buenos Aires. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et donc, Gabriel Hano, du journal d'équipe, a dit il faut en arriver à des compétitions européennes. Au début, ça a été le tollé. Il n'était pas question qu'on franchisse ces frontières. Et puis, ça a été accepté. Il y a une Coupe d'Europe numéro 1. Et puis, il y a eu la CE2. Et puis, il y a eu la CE3, avec la Coupe des villes de foire. Et on a trouvé ça tout à fait normal. Maintenant qu'il y a de plus en plus d'argent qui est brassé dans le sport, moi, je pense qu'il est, somme toute, logique qu'on en soit arrivé à cette situation. Et maintenant, comment est-ce que tout ça va s'agencer? Vous savez, David et moi, on a connu une période où le Standard a été champion au début des années 80. Et cette équipe de Raymond Goutal, c'est 15 joueurs qui ont gagné un championnat. Aujourd'hui, on a besoin de 15 joueurs pour gagner un match. Alors, pour ce qui est de la future physionomie, je pense que on parle parfois de double occupation pour chaque poste. On va arriver à la triple occupation pour chaque poste avec des noyaux de 35-40 joueurs et on va switcher, on va faire des roulements continus. On joue le championnat, on joue la Coupe d'Europe, on joue la Super League et on bouge et on bouge. En fait, qu'est-ce qui se passe maintenant dans les compétitions européennes? Bon, on s'extasie parce que l'Union a gagné contre Liverpool ou parce que l'Antwerp a battu Barcelone. Ok, mais il faut se dire une chose, c'est l'équipe B, c'est l'équipe C. Ouais. Et ça, je pense qu'à l'avenir, on va être confronté à ça. Des clubs qui auront des noyaux pléthoriques et qui, en fonction des objectifs à atteindre, vont switcher, vont faire rouler leur effectif. Julien, tu voulais réagir à ça d'abord? Oui, en fait, tu parles des noyaux, etc. Mais je me demande dans quelle mesure les clubs qui vont rejoindre la Super League ne vont plus en fait jouer les Coupes d'Europe. C'était déjà, je crois, un peu l'idée, c'était faire sécession de tout ce qui était Champions League, créer une compétition à part qui rapporte beaucoup plus d'argent. Avec notamment aussi la possibilité de pouvoir aller jouer des matchs dans des territoires exotiques qui rapportent aussi. À mon avis, on aura des matchs qui joueront en Arabie Saoudite, au Japon, en Chine, aux États-Unis, Australie, pour toucher des nouveaux marchés. C'est une compétition qui est faite pour l'argent, plus que juste le sport. Mais c'est le cas maintenant aussi. Hein. Oui, la Champions League a évolué de manière à arriver à avoir plus de matchs, pour aussi plus d'argent. Mais là, ici, c'est vraiment, ils ne se cachent même pas, quoi. Et donc, je me demande aussi, avec ça, quel l'avenir pour la Champions League, l'Europa League, la Conference League. Parce que si on a 60 clubs européens qui partent, ils joueront, à mon avis, plus ces compétitions-là. La Champions League va probablement perdre en intérêt beaucoup. Ouais. David, ouais. Bon, premièrement, la Super League, elle existe déjà, je trouve. Ça s'appelle la Premier League, déjà. Dans la Premier League, comme dans tous les championnats, il y a les grandes équipes et donc 4, 5, 6, enfin en Premier League, on va dire 6 grands clubs, puis les petits. Hein. On voit les 3 qui ont été promus. Ben, c'est les 3 qui vont redescendre. Probablement, oui. Voilà, parce que c'est une question d'argent. Ils ne peuvent pas suivre les Man City, les Man United, c'est les Tottenham de ce monde. Donc, en fait, c'est toujours la même logique qui revient. Et moi, j'estime justement que les petits clubs ou les clubs des petits pays doivent être créatifs aussi et doivent réagir par rapport à ça. Quand on regarde la Conference League, moi, je vois beaucoup de matchs dans des stades vides et des matchs à engagement. Pourquoi? Parce que c'est un petit championnat qui ne rapporte pas beaucoup. Donc, comme fait Liverpool en Europa League, ils jouent avec l'équipe B quand ils sont qualifiés. Donc, c'est pas bon pour le football non plus. Hein, c'est chouette pour l'Union que pendant 24 heures, ils font la une en Belgique, parce que je peux vous dire qu'en Angleterre, on s'en fout un peu de l'Union, c'est un non-événement. Donc, c'est toujours la même chose. Donc, il faut vraiment, je pense, comme le dit Bruno, je trouve que c'est vraiment une évolution logique. Quand on voit ça au niveau des pays, des championnats internationaux, Infantino, il veut des Coupes du Monde à combien? À 32, 34 clubs, enfin je ne sais plus. Donc c'est même plus des Coupes du Monde. Quel est l'intérêt de Trinidad et Tobago contre la Belgique? Ça n'intéresse que les pays concernés. Donc
L'équilibre sera un peu bouleversé pendant un petit temps, mais ça va se réinstaller, j'en suis certain. Mais cette question aussi de calendrier, de calendrier surchargé, c'est impossible que cette compétition elle s'additionne à d'autres compétitions européennes. Comme tu le disais, les compétitions qui vont jouer la Super League vont quitter probablement les organisations de l'UEFA. Ça rappelle un petit peu ce qui se passe avec le golf. Je le mentionnais avec Live Golf qui a, via l'Arabie Saoudite, organisé une compétition parallèle. David, tu as cité des investisseurs saoudiens qui pourraient arriver. C'est ça aussi qui pourrait se passer, des investisseurs comme l'Arabie Saoudite qui viendraient et qui se serviraient d'une compétition alternative parce que ça se passe déjà maintenant. Hein. Qu'est-ce qu'a fait le Qatar? Ils ont acheté le PSG. Qu'a fait Abu Dhabi? Ils ont Melbourne FC, Man City, comment j'ai oublié le nom du groupe, mais c'est déjà le cas. Donc en fait, c'est vraiment des pays qui achètent des clubs et qui réorganisent le football. En fait, ils font le marketing du Moyen-Orient à travers le football. C'est ça, c'est la raison de l'investissement du foot, dans le foot. Et bon, moi, je toujours un peu rire quand on dit éthiquement, on ne peut pas aller jouer en Arabie Saoudite. Écoutez, on va jouer en Italie. Si l'Argentine mettait des milliards, investissait des milliards pour promouvoir le foot, on irait jouer en Argentine. Donc, c'est de l'argent et que l'argent. Ouais, mais encore une fois, Florent, tout est, comme David le dit, une question d'argent. Hein. À un moment donné, on décide que la finale de la Coupe d'Italie va se jouer en Libye, à Tripoli. Oui. Pourquoi? Parce que Kadhafi, à l'époque, il a mis de l'argent pour que ça aille chez lui. Alors, le Moyen-Orient, ils étaient un peu les parents pauvres. Qu'est-ce qu'ils font? Ils décident en plein hiver de faire un match amical opposant Liverpool et le Celtic. Voilà. Et avec des millions à la clé. Ça se passe déjà. Ça se passe déjà. Et alors, quand tu vois les habitudes des grands clubs, je veux dire, la saison est terminée. On commence une nouvelle saison. Et que font les grands clubs? Il y en a qui font leur tournée asiatique, ils se préparent en Asie, ou bien ils se préparent aux États-Unis. Ouais. Pourquoi? Parce que justement, il y a cette manne financière qui en dépend. Donc finalement, moi je ne suis pas plus étonné que ça de la tournure des événements. Julien? Oui, je pense aussi que cette Super League, qui pour le moment va être européenne, peut-être aussi, on ne sait jamais, avec un club ou l'autre d'Arabie Saoudite. Les clubs invités, comme ça se fait avec les équipes nationales en Copa América. Oui, parce exemple, que même l'Arabie Saoudite voulait envoyer son champion national en Champions League. Ils avaient soumis l'idée un peu farfelue. Mais voilà, cette Super League, c'est aussi peut-être un début de Super League mondiale. Qu'est-ce qui pourrait empêcher, à partir du moment où les clubs sont affranchis des confédérations continentales, d'inviter les meilleurs clubs africains, d'inviter les meilleurs clubs asiatiques, américains dans cette ligue, finalement d'avoir une ligue mondiale en jouant des blocs de matchs par-ci par-là pour les supporters, pour les audiences TV. Et j'estime aussi que l'ancrage local va se réaffirmer, comme d'ailleurs dans le foot amateur, on va prendre ça à l'échelle belge. C'était le tollé aussi quand les droits télé sont arrivés, donc dans les années 80. Les clubs amateurs étaient fâchés. D'ailleurs, jusqu'à l'année passée, on ne pouvait pas jouer quand les clubs amateurs... Enfin, les clubs professionnels ne pouvaient pas jouer quand les clubs amateurs jouaient parce que les gens ne viendraient plus, la cantine, etc. Et maintenant, c'est fini. Hein, donc, il y a des matchs à toutes les heures, à tous les jours, le week-end. Et on voit qu'il y a un ancrage local qui se réaffirme et qui se développe au niveau des clubs amateurs. Pas partout, mais ça reste important, l'ancrage local, parce que le foot, c'est tellement mondial qu'il y aura toujours des grands clubs, des moyens clubs et des petits clubs. D'ailleurs, à propos d'ancrage local, on va rappeler qu'il y a, selon la presse espagnole, donc les organisateurs de la Super League avaient contacté beaucoup de clubs historiques du football européen, donc des clubs qui ont des titres mais qui ont peut-être passé leur heure de gloire. Et parmi ceux-ci, il y aurait eu Anderlecht, qui aurait été contacté. Voilà, je pense qu'il n'y a pas eu confirmation de la part du club évidemment, mais voilà, Anderlecht aurait été le club belge contacté pour représenter la Belgique dans cette Super League, de par son statut international, les coupes d'Europe remportées, etc. Est-ce que Anderlecht serait susceptible d'accepter ce genre d'offre? David, évidemment, tu es le spécialiste, je veux dire, d'Anderlecht, tu connais le mieux le club ici. Mais je pense qu'Anderlecht ne peut pas suivre la Super League. Aucun club belge d'ailleurs. C'est une question financière, comme disait Bruno, faudrait jouer contre Man City. Bon, tu joues 10 fois Man City, tu perds au moins 9 fois. Donc,
je pense pas qu'on pourra, quand on voit les jeunes d'Anderlecht qui sont formés, s'ils sont très bons, ils jouent 1 an, s'ils ont besoin d'un peu plus de temps, c'est 2 ans, puis ils passent à des championnats plus importants, comme Doku, etc. Donc, je pense que pour un club belge, c'est vraiment pas possible, à moins qu'il y ait un grand investisseur saoudien ou qatari qui rachète le club et qui met beaucoup d'argent à la PSG, qui joue dans entre guillemets, un petit championnat mais qui pourrait participer à cette Super League au niveau qualitatif. Mais je crois que l'idée aussi, là derrière, c'est de séduire les amoureux romantiques du football qui seraient contents de voir le Celtic Glasgow, l'Étoile Rouge de Belgrade a été cité notamment, voilà, les grands clubs de l'époque, les clubs qui remportaient des Coupes d'Europe quand le football était un petit peu plus, voilà, dans les années 70, un club comme Reims, je les imagine bien être contactés par exemple. C'est aussi se donner une crédibilité un petit peu sur ce plan-là, d'essayer d'en faire appel. Je pense que ce sera très rationnel. La sélection des clubs va être très rationnelle et très pécuniaire. Il y a des clubs, Man City, il y a 20 ans, on ne connaissait pas Man City. Maintenant, c'est un club mondial. Donc. Julien Oui, je pense qu'il ne faut pas oublier aussi que s'il y a 60 clubs qui ont été contactés, c'est pas pour faire une division de 60 équipes, c'est un peu trop compliqué. Donc, oui, c'est ça. Si Anderlecht est dedans, ils seront peut-être en 2e, voire 3e division. Oui, c'est vrai. Et donc, avec des clubs du même statut, on pourrait imaginer que peut-être des clubs hollandais, des clubs écossais, même des clubs suédois historiques, ça pourrait être Malmö ou des machins comme ça. C'est vrai que c'est aussi l'un des projets de cette Super League, c'est de créer des divisions qui seraient donc perméables, plus ou moins perméables. Je pense qu'il faudrait surtout créer un plus grand équilibre financier. Comme David l'a dit, tu as des clubs historiques dans le football, mais qui n'ont plus rien fait ces dernières années ou ces dernières décennies. Le Celtic, on le voit maintenant en Ligue des Champions, il se fait ramasser. Comme Anderlecht, à un moment donné, s'est fait ramasser aussi. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas les moyens de lutter. Alors peut-être que la création d'un grand championnat avec de l'argent distribué, mais que justement une partie plus importante aille vers ces petits clubs pour leur permettre justement de progresser. Enfin, je ne vais pas faire non plus comme l'ancien président de l'Antwerp, Eddie Waters, qui disait « Ah, Anderlecht joue la Ligue des Champions, eh bien les bénéfices, il faut les répartir entre tous les clubs belges. » Bon, ça c'est un peu foireux comme idée, mais bon, il y a un système américain où finalement, quand tu choisis des joueurs, c'est d'abord le petit qui a la priorité, et puis on arrive au grand. Alors peut-être qu'une solution pourrait être trouvée aussi au niveau d'un meilleur équilibre dans ces championnats. Mais déjà maintenant, il y a une certaine solidarité au niveau de l'UEFA. Donc on répartit l'argent par des pays, etc. Enfin, Bruges a touché, je ne sais pas combien, 20 millions, 22, je crois. 22 millions pour participer à la Ligue des Champions. Mais en fait, c'est de la fausse démocratie parce que ces 22 millions, ils servent à quoi ? Ils servent à faire un beau noyau qui puisse tenir une saison pour être champion, pour pouvoir reparticiper. Si ça ne réussit pas, il y a des déficits énormes à notre niveau. Donc, ce sera toujours la même chose. Moi, je m'interroge sur la solidarité installée par cette Super League et les divisions qui veulent installer. Si Anderlecht est en division 2, mettons, est-ce qu'ils reçoivent plus ou moins ? Est-ce qu'on peut se qualifier pour être... Est-ce que le Standard ou Bruges ou Genk peuvent se qualifier aussi ? Est-ce qu'on pourra avoir plusieurs clubs dans le nouveau système ? Donc en fait, on va avoir les mêmes questions que l'UEFA traite aujourd'hui. Donc c'est un peu la même chose, le principe reste la même chose, mais la solidarité, ce que j'ai lu un article ce matin, Lorin Perez avait invité, donc le président de la Pro League, avait invité le patron, le représentant de cette Super League pour expliquer le système au club belge. Et il explique que cette personne, j'ai oublié son nom, ne pouvait pas s'expliquer sur la solidarité éventuelle. Donc il est venu expliquer ce qui se passait, ce qu'ils voulaient faire, mais à aucun moment il a dit la Belgique participez, si vous participez, il y aura une solidarité par rapport aux autres clubs qui ne participent pas à ce championnat d'Europe, ce qui existe maintenant. Voilà. De toute façon, je pense que c'est quelque chose qui va se mettre en place dans les années à venir, mais ce ne sera pas pour la saison 2024-2025 ou quoi. Je pense que c'est quelque chose qui va prendre un certain temps. Il y aura peut-être des appels qui vont être faits, même si là la décision a l'air d'être assez définitive, mais on imagine que l'UEFA va s'accrocher de toutes ses griffes aux branches. Maintenant, voilà, Julien, je ne sais pas si tu voulais conclure sur ce sujet. Oui, pour rebondir un peu sur ce que David disait, voir au niveau de la solidarité, etc. Faut pas oublier que la première mouture du projet, c'est vraiment une ligue fermée d'une 15-20 clubs. Ça bougeait pas.
Ici, comme il y a eu des critiques, ils ont un peu ouvert, entre guillemets, le système. Mais je pense que l'idée derrière, c'est quand même gagner plus d'argent qu'avec ce que les compétitions européennes rapportent. Voilà, ils n'ont pas spécialement envie de faire de la solidarité. Je pense que ce n'est pas leur but. Leur but, c'est simplement faire une grosse compétition avec les grands clubs pour rapporter plus d'argent. Et donc, ils contactent des petits clubs pour dire, faire genre, on est ouvert. Je pense que derrière, leur but, c'est simplement gagner plus d'argent et que ça ne changera pas grand-chose. Et les mêmes questionnements qu'on a maintenant avec la Champions League seront les mêmes qu'on aura avec ça. Et on se dira, ah oui, Anderlecht est là, ok, ils sont en Super League, mais ils n'ont pas les moyens de rivaliser, quand même. Donc. Voilà. Bah, on va en rester là pour la Super League parce que malheureusement on n'a pas beaucoup plus d'éléments concrets sur lesquels se baser. On va rester à l'international parce qu'il y a une compétition qui commence dans un mois, je crois, ou quelques semaines de cela, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Hier et en tout cas cette semaine, toutes les sélections sont tombées, donc on sait quelles équipes vont être plus ou moins handicapées. Globalement, je crois que le Standard, la Gantoise notamment, perdent pas mal de joueurs. Bon, ce sont les présélections, donc il y a toujours une possibilité que les joueurs repris ne soient finalement pas dans la sélection finale. Mais je pense par exemple qu'un Jordan Torunariga avec la Gantoise fera partie de la sélection finale. On sait que Gift Orban n'a pas été repris par le Nigeria, même présélectionné par le Nigeria. Voilà, la Coupe d'Afrique des Nations, à quel point cela peut impacter notre compétition, les clubs qui se retrouvent privés de cadres ou même de joueurs de rotation d'effectifs, parce que c'est aussi parfois ça le problème. Voilà, selon vous, à quel point ça peut impacter notre compétition pour le mois à venir? Julien, je vais commencer par toi. Bah, comme on l'a dit, Gand, ils ont pas mal de joueurs qui sont concernés. Ça peut poser certains problèmes au niveau, comme tu le dis, même de la rotation de l'effectif, sur la fraîcheur des joueurs. Parce qu'on parle d'une compétition qui va durer de mi-janvier à mi-février. Ouais. Donc mi-janvier, c'est le moment où le championnat reprend pour nous. Et mi-février, on arrive au moment des Coupes d'Europe. Ouais. Et donc on va avoir des noyaux, des équipes qui risquent de devoir jouer sur des noyaux plus petits et qui vont peut-être arriver fatigués aussi pour les Coupes d'Europe. Gand, D'autant qu'inévitablement, si vous êtes une équipe qui joue les Coupes d'Europe, vous êtes une équipe plus susceptible d'avoir des internationaux dans votre noyau. C'est un peu le cercle vicieux. Voilà, c'est inévitable. David, toi, tu as connu, j'imagine, à l'époque aussi, Oui. en interne, comment un club gère ça. On ne refuse pas de recruter un joueur parce qu'il est international et qu'il risque de partir. Au contraire, on va plutôt essayer de recruter des joueurs qui sont internationaux parce que ça signifie qu'ils ont des qualités. C'est aussi le cercle vicieux. Comment on gère ça en interne? C'est une question de gestion anticipée. Donc il faut anticiper. On sait tous les clubs savent qu'il y a des championnats internationaux en janvier qui pourraient les déforcer. Donc je me rappelle, il y a une saison à Anderlecht, on avait perdu entre autres Kouyaté et Mbokani pendant un mois. C'est des grosses pertes. Voilà, c'est des grosses pertes, mais c'était géré parce qu'il y avait des jeunes aussi qui pouvaient prendre leur place pendant un mois. Parfois, c'est pas le cas. Donc, je trouve que les clubs ont aussi, ils le savent, donc il faut gérer, il faut anticiper la gestion de son noyau. Il ne faut pas se plaindre après. Je prends ça à l'échelle internationale maintenant. Tottenham vont perdre beaucoup de joueurs et ils ont eu un petit coup dur là pendant un mois. Maintenant, ils se reprennent. Ils sont en train de revenir, mais en janvier et en Angleterre, on ne s'arrête pas de jouer. Donc ça va être très difficile aussi. Il faut trouver des alternatives, mais je trouve que les clubs doivent vraiment anticiper ces championnats. Ouais. Bruno, oui. Pour te dire l'évolution des choses, on parle d'Anderlecht. En 1988, la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations se déroule au Maroc. Et le jeudi, le Nigeria joue, je ne sais plus contre quel adversaire. Et j'ai la composition d'équipe et je dis, mais c'est pas possible. Steven Keshi, dans l'équipe, qui, la veille, avait joué avec Anderlecht contre Benfica, en Coupe d'Europe. Et donc, après le match, je le vois, mais je dis, mais comment tu as fait? Il dit, j'ai pris l'avion le jeudi matin, à 1h, j'étais ici, match à 3h, où est le problème? Bon, impensable aujourd'hui, ça. Impensable aujourd'hui. Et je dis, et maintenant? Et il dit, mais je retourne. Et donc, lui, c'était vraiment jouer à la carte. Mais bon, Keshi, c'était le grand joueur, c'était le patron de cette défense du Nigeria. Et donc, lui, il avait trouvé le moyen, finalement, avec l'accord de l'entraîneur, qui était Clemens Westerhoff, qui avait dit, écoute, moi, j'ai besoin de toi, tu fais comme tu veux. Mais pour vous dire, prendre l'avion le jeudi matin, être là à 1h, et puis jouer à 3h, ça fait rire.
Maintenant, bon, Anderlecht a été souvent confronté à ce genre de situation avec notamment Lamti, avec Yo Preko, avec Isaac Azaré, etc. Mbokani, tous les Congolais qui sont là, Et bien sûr, et tous les Congolais. Maintenant, je pense qu'en tant que club, bon, tu peux essayer d'influencer le joueur, mais tous ces joueurs africains, pour eux, jouer pour leur pays, c'est vraiment une question de fierté. Ils veulent être là. Donc oui, la seule solution, je pense, puisque Gand risque d'être fort impacté, puisque Tissou Dali va partir, Toru Noriga va partir aussi, plus encore Hong, je crois, qui va à la Coupe d'Asie, qui va arriver, à la Coupe d'Asie. Exactement les mêmes dates. Bon, si tu veux contrecarrer ça, il n'y a pas 36 solutions. Anne Van Azenbroek l'a dit, il faut absolument transférer au mois de janvier. Ouais. Pour Anderlecht, heureusement qu'il n'y a pas de Coupe de Scandinavie, qu'il est privé de leur Danois en non, plein mais hiver. Je pense qu'Anderlecht, franchement, cette année-ci, ils sont avantagés dans la mesure où... ils perdent Majida Chimerou qui n'est plus dans le... oui, mais ils sont avantagés parce qu'ils ne jouent pas de Coupe d'Europe et ils ne sont pas du tout impactés par la Coupe d'Afrique ou par la Coupe d'Asie. Donc par rapport à la concurrence, c'est quand même un avantage non négligeable. Même si l'Union cartonne et un parcours qui est vraiment stratosphérique. L'Union qui va perdre à Mohamed Amoura, je crois, sélectionné présélectionné pour l'Algérie, à mon avis. Mais ça, c'est une grosse perte. Pour l'Union, c'est une grosse perte. Julien ? Oui, comme disait David, en fait, les clubs doivent anticiper ces compétitions. On connaît les dates très longtemps à l'avance. Que ce soit, ils peuvent transférer dès le mois de juillet des joueurs en se disant pendant 6 mois, tu t'adaptes. Et puis voilà, ici, ce mercato, s'ils ne l'ont pas fait, il y a la possibilité d'avoir des joueurs en prêt pour 6 mois. Après, je pense pas que ça va bouleverser non plus le mercato directement, parce que comme les compétitions vont se terminer mi-février, chez nous, le mercato sera déjà fermé. Et donc, des joueurs qui pourraient performer là-bas, par exemple, ne partiront pas cet hiver. Et donc, par contre, les joueurs pourront peut-être partir l'été. Donc là, c'est encore une raison plus d'anticiper cet hiver-ci, en se disant, ok, ce jour-là, il risque de performer à la Coupe d'Asie. Bilal Kanous, par exemple, qui ferait une super Coupe d'Afrique avec le Maroc, il pourrait gagner encore un petit peu en valeur. Voilà, et Gand pourrait très bien se dire, ou Gang, pardon, comme tu parles d'El Kanous, je confondais avec Kandous, pourrait très bien se dire, ok, on va transférer un joueur maintenant, peut-être en prêt, au cas où, qui pourrait servir pour l'année prochaine. Donc, ça risque d'un peu faire bouger les lignes, mais pas plus que ça non plus. Le piège, c'est de recruter, c'est le recrutement panique, d'amener un joueur qui ne sera là que pour un mois parce que le joueur va finir par revenir et vous avez un gars qui... Il ne faut pas transférer maintenant pour anticiper la Coupe d'Afrique ou la Coupe d'Asie. Ça ne sert à rien du tout parce qu'il faut intégrer un joueur. Donc, le temps qu'il s'intègre, l'autre... C'est en été qu'il faut... qu'il faut anticiper la Coupe d'Afrique. Les transferts qui se refont maintenant, c'est des transferts paniques. Le Standard perd quelques joueurs, ils perdent Merveille Bocadi. Bon, est-ce que c'est une énorme perte vu sa performance encore hier j'ai envie de dire que c'est une bonne chose. Exclu après 13 minutes. Ils perdent William Balikwisha, ça c'est un peu plus gênant. Ils ne perdent pas Wilfried Kanga qui n'a pas été repris par la Côte d'Ivoire. Ils perdent Moussa Djenepo, très probablement repris par le Mali, présélectionné avec le Mali. O'Neill, je pense, avec l'Australie, susceptible d'être repris. Mais les sélections de la Coupe d'Asie n'ont pas encore été dévoilées, je crois. Non, mais du coup, le Standard pourrait se retrouver avec un milieu de terrain qui est complètement... parce qu'il y a le japonais aussi. Oui, Kawabe. S'il n'y a plus Kawabe, s'il n'y a plus Djenepo, s'il n'y a plus O'Neill, s'il n'y a plus Balikwisha, ça fait 4 joueurs. Le noyau est déjà un peu serré à ce niveau-là. Si tous les 4 partent... Mais ça, c'est une mauvaise gestion, je suis désolé. C'est pas une bonne gestion. Catastrophique depuis des années. Donc, Et on va rebondir, on va continuer maintenant. On a parlé de la Coupe d'Afrique et de son impact sur le mercato, mais même sans cette Coupe d'Afrique, ce mercato, vous le voyez comment? Vous le voyez plutôt calme? Vous le voyez généralement en hiver, on pose des rustines, hein, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un manque ou s'il y a une blessure longue durée, ça peut arriver aussi. On en a besoin de compenser quelque chose ou d'anticiper un départ l'été prochain. Par exemple, Anderlecht, à mon avis, anticipe le départ d'un Zeno de Bast. Donc va peut-être transférer en défense centrale un joueur qui pourra prendre la relève l'été prochain. Mercato calme, Bruno, qu'est-ce que tu en penses? Mais
Ça dépend des clubs. Tu viens de citer Anderlecht. Ce sera peut-être un des clubs les plus calmes sur le mercato. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'ils ciblent déjà très très fort leurs priorités. Donc ils ont déjà acheté pour leur équipe de futurs, de jeunes joueurs, dont un japonais. On sait déjà que Fred Berg va absolument faire venir un gardien. Donc il était question de ce gardien islandais. Et puis il faut effectivement une solution pour compenser le départ de Zeno de Bast ou éventuellement trouver un remplaçant à Jan Vertonghen. Donc je veux dire, ça s'active très fort de ce côté-là. J'ai quand même l'impression que Gand aussi va devoir s'activer. Pour le reste, on n'entend pas grand-chose. Sauf peut-être Bruges, qui veut quand même également rectifier le tir par un premier volet de compétition qui est quand même affligeant. Compliqué. Bruno a tout dit, je pense, et j'estime que Jesper Fredberg fait un boulot tout à fait remarquable. Enfin, il y a cette stabilité et il y a une vraie vision du foot et dans le temps. Donc, il y a les transferts, je dirais, immédiats à la Torgan Hazard, mais il y a aussi des transferts comme le japonais, l'attaquant qui va rejoindre Anderlecht bientôt, qui va jouer avec les Futures d'abord. Et c'est comme ça qu'il faut gérer un club, c'est le long terme. À Gand, par exemple, moi, ça me surprend toujours qu'on a la direction et Van Azenbroek, qui se plaint toujours. Toujours, oui. Ça, c'est spécial. Et j'ai bossé avec lui, mais ce qui est génial, c'est que la direction fait quand même ce qu'elle veut. Donc c'est un club assez particulier. Mais c'est dommage parce que Gand a vraiment le potentiel pour être plus champion. Ils ont des supporters, un beau stade, il y a tout ce qu'il faut, mais d'une façon ou d'une autre, ils jouent toujours pour la 3e et 4e place. Ouais. Ce qui est dommage. Et ils parviennent à trouver des super joueurs à la Tissoudali, mais je trouve qu'il manque toujours une ossature comme ça, un beau noyau bien équilibré, alors qu'à Bruges, là, on achète à Tir-Larigot. Il y a des joueurs super qui n'émergent pas, ce qui est dommage. Noussa, par exemple, Scovolsen, qu'on ne fait pas jouer ou pas assez jouer. Vraiment des joueurs avec une plus-value incroyable. Quand on voit que Chelsea veut Noussa depuis 2 saisons déjà, mais il ne joue pas à Bruges. Donc, il doit y avoir un problème quelque part. On surenchère sur des Yaremchuk. Donc, c'est bizarre parce que Bruges avait une avance énorme sur les autres clubs et ils l'ont déjà perdu en 2 saisons. Donc les mercatos, il faut faire ça d'une façon posée. Une grosse somme qui a été posée. Le problème, on a dit ça aussi dans le temps avec Anderlecht, à partir du moment où Anderlecht jouait chaque année la Ligue des Champions, on se dit il doit vraiment faire le grand écart par rapport à la concurrence. Mais le fait est, tu joues la Ligue des Champions, tu joues ton championnat, tu dois avoir un noyau étoffé. Et ce qu'il y a, et la Belgique est vraiment pénalisée pour ça. Tu viens de parler du cas Yaremchuk. Ce gars te coûte 17 millions. 17 millions. Et ta Ligue des Champions, elle te rapporte 22. Ouais. Je veux dire, quand tu as un club anglais, 17 millions, c'est comme 1,7 million chez nous. Oui, tout à fait. Mais 17 millions pour un club belge, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Je crois que toute la différence, elle est là. Il y a encore eu un investissement de, je crois, 5 millions sur Skoras l'été passé, on l'a oublié un petit peu ce joueur, mais qui est aussi un gros échec. En fait, et Bruges, chaque été, maintenant, il y a quand même un gros investissement qui est un... Mais les transferts, c'est très simple. Là, il y a une colonne plus, une colonne moins, et le club qui a le plus de joueurs dans la colonne plus, qui donc des transferts réussis, parce qu'on ne réussit pas tous les transferts, c'est impossible. Et ça, c'est le cas d'Anderlecht. 80% des transferts ont réussi. Ce qui les 6 dernières années n'était pas le cas, c'était l'inverse. Donc, et c'est ça, le standard idem, quoi. Enfin, le standard, là, je sais vraiment pas ce qu'ils font, mais... ça fera non plus. Non, mais c'est vraiment bizarre parce qu'ils font des matchs incroyables contre des grandes équipes quand ils sont motivés. Et puis ils perdent les pédales où ils jouent comme... même quand j'ai vu Anderlecht Standard, les 2 matchs de coupe et de championnat, c'était 2 standards différents. C'est terrible. Avec les mêmes joueurs. Et je ne comprends... Enfin,
Je ne comprends pas. Julien, est-ce que le RWDM va encore battre le record de transfert entrant dans le championnat belge en Non. payant 34 millions pour un joueur prêté à Lyon cet hiver? Ici, je pense pas. Je C'est pense plus que prévu. pour revenir un peu sur le sujet des transferts, comme tu disais, certains clubs, c'est un peu des rustines. Pour certains clubs, ça va être carrément changer les 2 ou 4 roues, selon que ce soit des bicyclettes ou des voitures. RWD, par exemple, il va y avoir quelques ajustements. Des joueurs qui jouent peu ici, on va essayer de les vendre. On va essayer d'amener des joueurs pour compenser là où il manque. Ça va être pareil pour des clubs comme Courtrai ou Esterlo, où on se dit, bah, ok, premier tour, ça a été ric-rac là. Il faut qu'on transfère. À Courtrai, ça risque peut-être même d'être transfert panique dans tous les sens, vu leur situation et vu leur gestion sportive. J'ai l'impression qu'ils ne savent pas non plus où ils vont exactement depuis un moment. Puis oui, les clubs, l'Union, ça va être calme, je pense. Amoura, je ne pense pas qu'il partira cet hiver. Le Standard, il n'y a pas d'argent, donc... Ça règle les choses. Donc ça règle les choses, à moins de vendre quelqu'un, mais je vois pas qui vendrait. Mais en fait, un mercato estival réussi permet d'être tranquille l'hiver et de passer un mercato Tout à hivernal fait. beaucoup plus tranquille, parce C'est que ça, vous pouvez vous contenter de cibler ce Oui. que vous devez Et, faire. et tu peux faire alors transférer des joueurs en disant ok, pendant 6 mois il va s'adapter si c'est un joueur qui vient vraiment d'ailleurs et exploser la saison suivante, comme Anderlecht a fait avec Dreyer, qui l'année passée on se disait mais qu'est-ce qu'il fout là? Oui, tout à fait. C'était vraiment pas terrible cette saison. Bon exemple. Incroyable dans le système, quoi. Et donc un club qui a bien transféré l'été peut utiliser le mercato d'hiver pour déjà anticiper le mercato D'été estival C'est suivant. un cercle-là, pour le Ouais. coup, vertueux et Ouais. pas vicieux. Ouais, effectivement. Mais Je des- suis pas mais sûr- des- Oh, pardon. Oui, je finis vite, mais Ça des va. clubs qui ont raté leur mercato estival, généralement, ils ratent leur mercato d'hiver parce qu'ils sont dans la panique. Mhm. On a besoin d'un attaquant, on va prendre le premier rapidement qui vient. Moi, j'en connais tout plein. Je suis en train de vider ma maison avec des maillots que j'ai accumulés pendant des années. J'ai retrouvé des maillots de Markovic, Rolando, Beric, tu te rappelles de celui-là? Djuricic, lui, ça allait encore. Mais j'ai connu ça. Chaque hiver, il y avait une ancienne star ou quelqu'un ou un joueur qui avait été prometteur Et on savait que ça allait dans rater. sa jeunesse et qui avait tout. Marco Ouais. Marine. Marco Marin, mais très bon, qui a encore une belle carrière après, à Trabzonspor en Turquie. Mais ça, c'était vraiment la panique. Hein. Rolando, qu'on a fait venir parce qu'Anderlecht avait besoin d'un D'un stopper, défenseur, d'un ouais. défenseur central, qui était là contre son gré. Il n'avait pas envie, d'ailleurs j'ai une belle anecdote, un match contre Courtrai en fin de saison, et il découvre qu'il est sur le banc, il a pris un taxi, il est rentré. Ah oui, d'accord. Oui, parce que de toute façon, 2 semaines après, c'était quand même fini. Il a pris un taxi, il est rentré de Courtrai. Donc, pour vous dire, tout ça n'est pas très bon pour le groupe déjà, Bien sûr. et ça dérange souvent. Donc, comme disait Julien, c'est en été que ça se fait, le court et le long terme. C'est rare les joueurs qui arrivent l'hiver et qui peuvent apporter directement quelque chose. Anderlecht a eu Slimani l'année passée. Ouais. Ça, c'est Un pour le peu coup, la c'est surprise un très générale bon parce qu'on s'est dit il arrive, bon voilà. Il était très moqué à son arrivée, Oui. les supporters étaient Ouais. mécontents de son arrivée. Le parce 9e qu'on- choix. Et, Oui, c'est un peu ça, ouais. Et 4 mois plus tard, il voulait qu'il reste. Ouais, Ouais. ah oui, complètement. Et non, franchement, des transferts réussis vraiment qui peuvent apporter directement une plus-value l'hiver, C'est rare. c'est C'est rare, ouais. ultra rare. Ouais. Il y a peut-être eu, en général, ce sont des joueurs alors qui connaissent déjà le championnat. Il y a des joueurs belges qu'on fait revenir et donc le temps d'adaptation est ultra court. Mais si on va chercher des joueurs à l'autre bout du monde, d'un autre championnat, des joueurs qui sont en manque de rythme, là, il y a aucune chance que ça... Après, notre championnat, pour le coup, a une spécificité, c'est ces playoffs qui Ouais. font que tu peux acheter un joueur qui manque un peu de rythme en hiver et te dire, bah, il sera prêt pour le mois d'avril, les playoffs commencent à ce moment-là et c'est parfait. En Djuricic pariant- était un Voilà. transfert comme Bon, ça. évidemment, c'est un pari parce que tu ne sais Ouais. pas si le joueur va retrouver son niveau, mais on va dire que le championnat de Belgique a ce petit plus par rapport à d'autres. Pour une fois qu'on peut parler des playoffs comme d'un plus, bon, Mais- voilà, là pour le coup, c'en est un. Mais les playoffs, j'étais hyper contre. Mhm. Je m'opposais aux playoffs. Mais pour l'avoir vécu, parce que je suis entré à Anderlecht quand la première saison des playoffs de Ok. la nouvelle formule, ça ennuyait tout le monde, mais les stades sont pleins, il y a du suspense pas possible. C'est vrai. Donc on voit, le foot est hyper conservateur. Super League, playoffs, on ne se met jamais en question, on veut que tout reste comme c'est parce que ça fonctionne. Mais c'est pas vrai, il faut toujours évoluer. Donc moi je suis très pro playoff. Le scénario de la saison passée, on ne vit pas sans les playoffs, hein, avec le but d'Alderweireld à la dernière seconde. Oh, voilà. Tu pourrais le vivre sans les playoffs si le calendrier Oui. se met bien. Si le calendrier, oui, c'est vrai. Mais il y a quand même moins de chances que ça Et, se passe. depuis depuis l'instauration des playoffs, le champion est connu à 2 exceptions près,
que la dernière journée du championnat. Mhm. Anderlecht 2 fois, donc la première saison des playoffs, Anderlecht a été champion l'avant-dernier match. Et en 2017, oui. non, avec Asie, c'était le dernier match. Oui, c'est juste. Avec Weiler, ouais, en 2017. Mais pour rebondir une dernière fois sur les joueurs qui arrivent en janvier, tu dis c'est des joueurs en manque de rythme. Le problème avec les playoffs aussi, c'est que si on transfère ces joueurs-là, s'ils sont en manque de rythme, c'est qu'ils n'ont pas joué ailleurs. C'est généralement des joueurs réputés. Et si les clubs les transfèrent, c'est qu'ils ont un manque quelque part. Ils se disent on va prendre un bon joueur. Donc en général, il y a le risque aussi de les faire jouer rapidement et qu'ils se blessent en fait. Ah ouais, et qui du coup ils n'arrivent pas à enchaîner correctement parce qu'on ne leur laisse pas le temps. Ouais. Bon, donc on a parlé du sujet Mercato et on va laisser, je dirais, le meilleur pour la fin peut-être. Le sujet Thibaut Courtois qui était la bombe de cette semaine. C'est bombardement cette semaine. Super League, oui. Thibaut Courtois qui nous sort cette interview sur VTM. C'était sur VTM, je crois, Sporza VTM. Oui. Et l'Inter qui a été éliminé par Bologne hier. Je suis assez fâché. Mais ah oui. Mais donc voilà, cette interview de Thibaut Courtois qui sort un peu de nulle part, qui commence bien. On se dit les premiers chapitres sont... de ces premiers paragraphes de cette interview, ça commence bien. Il y a des excuses vis-à-vis des supporters belges, c'était la moindre des choses, mais elles sont là. On n'aurait pas parié dessus au vu de la personnalité de Thibaut Courtois. Il y a, je trouve, une bonne chose, c'est qu'il annonce déjà son forfait pour l'Euro. Je trouve ça très correct vis-à-vis de Koen Castells, parce que ça lui enlève beaucoup de pression. Ça va peut-être lui permettre d'être beaucoup plus à l'aise. S'il n'est pas blessé. S'il n'est pas blessé, parce qu'il est quand même très malchanceux, le pauvre Castells, depuis ses débuts en sélection. Mais voilà, pour les matchs de mars, c'est bien pour Koen Castells, ou l'autre numéro 1, mais on va dire c'est bien qu'il y ait une certitude quant au fait que Thibaut Courtois ne sera pas là. On se rappelle que Axel Witsel avait finalement gagné sa course contre la montre, mais j'avais pas trouvé ça très sain qu'on attende Axel Witsel avec autant d'impatience, parce qu'il y a des autres joueurs qui sont là, qui pourraient prendre sa place, qui pourraient avoir des certitudes. Et on a finalement pris un joueur à 70% en dernière minute. Voilà. Bon, là, au moins, on a la certitude. Et puis, le reste de l'interview, c'est globalement... il tire à boulet rouge sur Domenico Tedesco. Moi, ça m'a vraiment laissé stupéfait, cette interview. Mais je vais d'abord vous demander votre avis sur ça. Je vais commencer par l'autre côté de la table, cette fois. Bruno, ton avis sur cette interview de Thibaut Courtois? Moi, je trouve que toute cette histoire est un énorme gâchis. Énorme gâchis. Comme tu as dit, il présente ses excuses, tout va bien, et puis il se met à vraiment dézinguer le coach. Je sais pas, moi je suis franchement atterré. Je pense que Urbain Brahms, qui a été entraîneur à Anderlecht et qui a été entraîneur au Standard aussi, malheureusement décédé depuis lors, m'a dit un jour: tu prends un adulte, tu lui fais enfiler une culotte courte, et ça redevient un gosse, ça redevient un enfant. Et ici, c'est vraiment une querelle de bac à sable. C'est même pas du jardin d'enfants, c'est du bac à sable. Alors, Courtois, qu'est-ce qu'il veut? C'est le meilleur gardien du monde. Tout le monde le dit. À un moment donné, il y avait encore une concurrence avec Neuer, avec Ter Stegen, avec Oblak. Maintenant, tout le monde est d'accord pour dire c'est le meilleur gardien du monde. Et lui, il s'offusque. Pourquoi? Parce que il n'a pas été désigné meilleur gardien du mondial. Au référendum du Ballon d'Or, il n'est que 7e, alors que... Bon, écoute, franchement, tu dois pouvoir prendre les choses avec un peu de recul. Il y a des tas de joueurs en Belgique qui n'ont jamais eu le soulier d'or. Raoul Lambert, Juan Lozano. Tu as des joueurs qui n'ont jamais eu et qui n'auront jamais le Ballon d'Or, style Xavi, style Iniesta. Et lui, monsieur, lui, il veut tout. Il veut tout et il s'offusque parce que. Maintenant, je pense que on aurait évité ce genre de situation qui risque d'avoir des conséquences, parce que un bête bout d'étoffe va avoir des répercussions sur le résultat de la Belgique lors de l'Euro. Ça, j'en reste convaincu. Tu aurais pu éviter ça en disant voilà, celui qui est capitaine, c'est le gars qui est le plus capé. Et on ne discute pas. Le plus capé, il est capitaine, par exemple. Maintenant, autre chose, et là je trouve qu'on en arrive finalement à cette querelle de bac à sable. Tu as un joueur qui va être fêté pour sa 100e sélection et tu donnes le bout de tissu à Romelu Lukaku pour des raisons, parce qu'il a raté un match et que ça fait bien vis-à-vis du public. Que tu as 2 matchs à faire, Autriche et Estonie. Tu le donnes à Courtois pour son match contre l'Autriche,
acclamé pour sa 100e sélection par tout un stade, et tu donnes le brassard à Lukaku lors du match contre l'Estonie, et on n'en parle plus. Alors pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? Certains disent, Tedesco a voulu montrer que, il est à peine plus âgé que Courtois, que c'est lui le patron, et on fait comme ça, on fait comme lui le veut. On aura fait comme lui le veut, mais les conséquences, elles sont fâcheuses. Ouais. Elles sont vraiment fâcheuses. Et maintenant, je pense qu'avec tout ce qui a été dit, il ne faut pas se leurrer. Plus jamais tu vas avoir de Courtois en équipe nationale tant que Tedesco sera là. Ouais. Et on ne va quand même pas espérer que Tedesco foire son euro pour récupérer Courtois. Maintenant, 1 euro avec ou sans Courtois, ça va avoir de fameuses répercussions. Pour toi, Bruno, ce forfait de Courtois, il n'aurait pas été acté sans cette affaire. Et Courtois aurait été là à l'Euro et cette blessure, Peut-être, quand tu vois, écoute, ceux qui ont la fibre, Jean-Axel Witsel, Jean-Romelu Lukaku, qui font tout, même s'ils sont engagés dans une course contre la montre. Je pense que Courtois, il aurait fait la même chose. Il serait dit, je vais essayer, même si le poste est évidemment plus important, puisque t'as pas de gardien, un joueur de champ, c'est interchangeable. Poste de gardien, quand t'es le meilleur du monde, ça devient beaucoup plus compliqué. Mais je pense que s'il n'y avait pas eu toute cette histoire, Courtois, il serait toujours là. Il disputerait peut-être l'Euro. Ouais. Mais ici, on en a vraiment fait une affaire vraiment extrêmement pénible, je trouve. David, ton avis? Bon, premièrement, on ne règle jamais ses comptes dans les médias. Ça sert personne, et surtout pas la personne qui se venge à travers les médias. Mais ce qui est drôle, je t'interromps, je te laisse après, mais ce qui est drôle, c'est que Courtois regrette que Tedesco l'ait fait via une interview dans les médias. Donc tous les deux. Oui, donc, non, mais jamais, parce que une dynamique d'équipe, le monde extérieur ne peut jamais estimer ce qui se passe vraiment. J'ai connu ça, désolé, à Anderlecht pendant 13 ans. Il y a parfois des banalités à nos yeux, les externes, qui peuvent déranger toute une dynamique. Un joueur qui 2-3 fois arrive en retard, qui ne marque plus, je me rappelle, il y a eu des conseils de joueurs parce que un certain joueur, je ne vais pas le nommer, n'était pas venu 3 jours. La presse ne l'a heureusement jamais su. Et ils ont dit, si celui-là, encore une fois, on ne le veut plus, alors que c'est le gars qui marquait tous les buts. Donc, il y a parfois des dynamiques comme ça qu'on ne peut pas expliquer au monde extérieur. Si tu sors avec ça, tu dis, voilà, joueur X n'est pas venu 3 jours, on ne sait pas où il a disparu. C'était donc Bocani? Non, je ne citerai aucun nom. Et que le match d'après contre Bruges, il en met 2. Tout le monde se tait. Mais ça peut créer des tensions énormes. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé avec ce bête brassard, parce que c'est un bout de tissu, comme il dit. Mais c'est, comme on dit en anglais, Battle of the Egos. Et c'est un sport d'équipe à ce niveau-là. Donc, tous les joueurs deviennent des marques individuelles maintenant. Les jeunes ne supportent plus des équipes, mais des joueurs aujourd'hui. Alors que nous, les plus anciens, on est toujours attachés à un club. Donc, pas régler ses comptes dans les médias, parce que ça ne sert qu'aux médias. Ça remplit des pages et on en fait même des podcasts. Et on est bien donc tout ça est très sympa. Mais pour l'intérêt général, c'est affreux. Ça me fait penser aux années 70 avec les Hollandais 80 qui avaient la plus belle équipe, souvent une des meilleures équipes du monde, qui chaque fois, il y avait des querelles individuelles. Johan Cruyff qui ne voulait pas jouer parce qu'il fallait jouer avec Adidas et lui il était Puma en 74. Et ça créait des remous qui coûtent des titres. Et ça, c'est dommage, parce que je trouve que maintenant, on a une équipe nationale qui est tout à fait équilibrée, avec un coach avec vraiment des bons jeunes qui arrivent, Bakayoko, Doku, Théâtre, etc. Il y a des petites lacunes à gauche et à droite, mais c'est toujours comme ça. On a des leaders comme Courtois, hélas, Vertonghen, Lukaku. C'est vraiment dommage. Ça va nous coûter l'Euro peut-être, ou peut-être pas. Peut-être que Castells ou même Matsels vont se surpasser, parce que je trouve qu'il a bien presté, Matsels. Et un gardien, c'est très important, mais c'est pas essentiel. Tout le monde est essentiel et important dans une équipe nationale. Donc c'est vrai. Je trouve que c'est très amateuriste des deux côtés. Il faut jamais expliquer ses choix. Weiler, par exemple, il disait toujours, pourquoi est-ce que je dois expliquer à un journaliste
Enfin, c'est une belle anecdote. Quand il est arrivé, il dit « David, tu dois savoir, je ne parle pas à la presse, je ne veux pas. » J'ai dit « Écoute, maintenant que ça, tu devras quand même faire, parce que sinon, on va te massacrer. » Et on l'a massacré. Et deuxièmement, il dit s'il y en a un qui me demande pourquoi j'ai fait ce changement X par Y, j'explique pas. Eux, ils doivent écrire des phrases sans faute, et moi, je dois faire mon métier qu'ils ne connaissent pas. Donc, enfin, c'est dommage de vouloir toujours. On est dans une société qui est, je trouve, beaucoup trop transparente. Je trouve qu'un coach ne doit pas tout dire. S'il décide capitaine, celui-là, parce que c'est comme ça, il doit baquer le cas avec la personne frustrée, parce qu'il doit quand même aussi savoir qu'il y aura une personne ou l'autre frustrée. Donc ça, c'est de la gestion du groupe, et ça a été très mal fait, je trouve. Et alors, il y a eu l'interview de Castagne aussi. Je ne comprends pas qu'à l'Union belge, on ait accepté cette interview, qu'on ne l'ait pas relue. Si moi, j'ai été attaché de presse, et je n'attaque pas l'attaché de presse actuel, mais si j'avais lu ça, je dis, bon, ça, on va enlever, parce que ça va créer des problèmes dans le groupe, ça va créer des problèmes avec les supporters, ça va créer que des problèmes. Donc voilà, trop transparent et jamais gérer des choses comme ça dans les médias. Julien, ton avis? Un peu comme David, où ça doit jamais sortir dans les médias, en fait, ce qui se passe. Le premier fautif, c'est peut-être Tedesco, finalement, qui ouvre la porte en balançant toute l'affaire, et aussi qui a mal géré le cas. Voilà, Courtois, on fêtait sa 100e sélection contre... C'était l'Estonie ou l'Autriche le premier match. C'était l'Autriche, le premier match. L'Autriche. Et voilà, il lui met pas le brassard pour des raisons qui lui sont propres, mais on sait comment est Courtois. Je veux dire, c'est le meilleur gardien du monde, mais on sait que c'est quelqu'un qui a un ego qui est très grand. Si tu veux pas avoir des problèmes, ça va rien changer. Tu lui donnes le brassard pour ce match, merci, au revoir, et on est tranquille. Après, parce qu'on n'imagine pas Lukaku réagir de la même façon que Courtois l'a fait. Et puis je pense que c'est des joueurs intelligents, et Courtois l'a dit. Si on m'avait expliqué le lundi ou le mardi que ça se passerait comme ça, ok, voilà, pas de souci. Mais là, le problème, c'est qu'il l'apprend au dernier moment, etc. Alors qu'on en parlait, que Courtois serait peut-être capitaine pour ce match, puis finalement non. Donc je pense qu'il y a eu toute une mauvaise gestion, finalement, de timing et de communication dans le groupe. Est-ce que Tedesco a voulu s'affirmer ou pas, je ne sais pas. Mais ça a été mal géré. Et puis derrière, oui, Courtois fait son interview ici. On critique, on dit, oui, il ne s'excuse pas vraiment. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a eu d'autres interviews d'autres joueurs avant qui l'ont un peu chargé sur ça. Castagne notamment. On dit aussi c'est juste un bout de tissu le brassard, mais Vertonghen l'a dit. Ça peut être hyper important pour certains joueurs, le brassard. De l'extérieur, ça semble, oui, c'est juste ça, mais de côté, c'est une reconnaissance. Ça montre qu'on est le relais du coach. Donc, pour certains joueurs, c'est hyper important le brassard, et donc ne pas l'avoir... Ça représente quelque chose, quoi. David ? Mais étonnamment, moi, ce qui m'étonne énormément, c'est que il joue pas au Westerlo, hein, il joue au Real Madrid, un club mondial. Et quand tu sors dans la presse comme ça, et je ne sais pas qui encadre, qui gère la com au Real, ou qui gère sa com personnelle, parce que ça se fait de plus en plus aussi. Allez, je ne comprends pas que personne lui ait dit qu'il était fâché. Je comprends, mais ça va te desservir bien sûr, ouais. énormément. Parce que maintenant, je suis sûr qu'il a perdu plein de supporters parce qu'il se comporte comme un coq. Et je comprends, les champions, ils sont comme ça. Mais alors, il y a le profil de Romelu Lukaku qui, lui, se tait. Et il travaille et il veut montrer avec ses pieds. Et c'est même un peu extrême souvent chez lui. Mais c'est ce qui le motive, être un underdog, être un challenger. Donc, mais d'autres joueurs ont un autre profil. Donc, je trouve ça hyper triste pour le pays, parce que maintenant, on a un coach, parce que j'avais un petit problème avec Martinez, parce qu'il faisait trop de politique, donc il était directeur technique et entraîneur, et il faisait en sorte qu'il s'entendait super bien avec ses vedettes. Donc, comme tu disais, Witsel à 70%, il préférait ça que de mettre un jeune ou un nouveau, ou d'un peu faire évoluer cette équipe, ce qui nous a desservi à la dernière Coupe du Monde. Donc Tedesco ne fait pas ça, ce qui est très positif, je trouve. Mais ce qui s'est passé avec ce brassard, il devait quand même connaître Courtois et savoir que c'était hyper sensible pour lui aussi. Donc, pas très professionnel des deux côtés. Je vais rebondir sur ce que tu dis. Moi, en tant que journaliste, j'ai déjà parfois interviewé des joueurs par rapport à Thibaut Courtois. C'est des nobodies, avec tout le respect que j'ai évidemment pour eux, mais je veux dire, ils jouent dans des clubs de D2 ou des clubs mineurs. Et ils ont derrière eux un agent qui relie tout.
et qui parfois vient vers nous avec des demandes. On se dit, mais pourquoi vous me cassez les pieds à vouloir changer ça? Qu'est-ce que ça va changer dans l'interview? Qu'est-ce que ça va changer à la carrière de votre joueur? Voilà, vous devriez déjà être content qu'on fasse une interview. Enfin, voilà, on a des réflexions de ce genre en tant que journaliste. Évidemment, un club comme Anderlecht, tu l'as dit, il y a toujours une relecture des interviews qui est effectuée. Donc c'est incompréhensible, effectivement, pour moi aussi, que ce soit à l'Union belge avec le cas Castagne ou quoi, que ça n'ait pas été un petit peu monitoré et qu'il n'y ait pas quelqu'un derrière, même un manager personnel de Thibaut Courtois, pas quelqu'un du Real Madrid, mais j'imagine qu'il a quand même un agent qui gère sa communication, tout à fait. qui lui ait dit ça, ok, c'est très bien d'être honnête, nous en tant que journalistes on adore ça, ça nous fait des papiers, etc. Mais ça va avoir des répercussions énormes, pas seulement parce que, oui, peut-être qu'on va être éliminé en poule à l'Euro et que Domenico Tedesco va être viré. Mais derrière, moi je suis pas mal les réseaux sociaux, je vois les réactions des gens, je peux vous dire qu'il s'est pas fait des copains, hein, Thibaut Courtois, avec cette interview. Ses propos sur les joueurs de Leicester City, ça va pas lui faire des copains non plus. Qu'il ait raison ou qu'il ait tort sur Wordfast, c'est autre chose. Mais ça ne se fait pas. Mais ça ne se fait pas. Il n'a pas Voilà. à faire ça. Donc, Mais ce qui est incroyable, c'est que cette interview a été proactive. Hein. Elle a été organisée. Et cette initiative est venue de Courtois lui-même, qui voulait mettre les points sur les i, ou qui voulait raconter sa vérité. Et c'est ça qui est le plus désolant. C'est qu'un joueur de cette trempe, star mondiale. Allez, je vais faire une petite parallèle avec Hazard Ancelotti à la fin du Real. Ancelotti n'a pas fait jouer Hazard, mais il a toujours été positif concernant Eden Hazard. Il a dit oui, il travaille bien, on va faire ci, toujours, mais il a fermé la porte, enfin pas fermé la porte, mais il a protégé son groupe. Et Eden Hazard n'a jamais parlé négativement sur son coach qui ne sélectionnait pas souvent, etc. Donc ça, c'est de la gestion d'un groupe. Parce que gérer les médias, ça fait partie d'une gestion de groupe et d'une carrière. Maintenant, Thibaut Courtois, hélas, n'est pas perçu comme un gars sympathique qui est là pour son pays. Non, tu as raison, hein, en parlant du cas Hazard Ancelotti, il y avait quelque chose d'extraordinaire qui a été dit par Hazard. Il me dit on ne se parle pas, le coach et moi, mais il y a un énorme respect. Je crois que tout est dit. Hein. Voilà. Tout est dit et tu ne dois pas aller plus loin, tu ne dois pas commencer à fouiner, etc. Mais si Thibaut, c'est vraiment. Il fracasse ses vitres. Ouais, tout à fait. Et bon, tu as 31 ans, tu n'as rien gagné avec ton équipe nationale. Et on dit, bon, ben, la génération dorée, ça touche à sa fin, mais il y en a une autre qui vient et qui est quand même pas mal. Donc, un gardien, lui, il peut facilement battre le record de sélection de Jan Vertonghen. Et franchement, je ne comprends pas. Mais je vais conclure sur ce thème avec une question Maintenant, simple. peut-être encore une question. Ouais. Peut-être encore une question. On a parlé des autres. On a parlé de Sels, on a parlé de Castells. Van de Voort aussi, éventuellement. Van de Voort aussi. Peut-être une autre question. Simon Mignolet n'a jamais totalement fermé la porte. Toby Alderweireld non plus. Est-ce que le coach devrait prendre l'encre avec Simon Mignolet, vu la situation, ou bien il faut se dire, non, écoute, on ne fait rien du tout, on continue parce que ça risque de déstabiliser les autres. Ouais, Je sais pas ce que... Ça, c'est que le coach et le staff qui peuvent juger, je pense. Et ma question est liée à ça, justement. Selon vous, je vais commencer par toi, Julien. Est-ce qu'on peut gagner l'Euro 2024 sans Thibaut Courtois ? Maintenant, oui ou non, et ton avis, voilà. Est-ce qu'en perdant Thibaut Courtois, on perd beaucoup de chances de gagner l'Euro? Qu'est-ce que tu en penses? Si on avait une énorme défense, je dirais c'est pas trop grave. Mhm. Ici, ça me semble, ça va devenir chaud parce que Thibaut, il est capable de sortir des arrêts phénoménaux sur des ballons incroyables que ses concurrents ne sont peut-être pas capables de faire, aussi bon soit-il. Mhm. Je pense que la taille et l'envergure de Courtois fait qu'on se souvient de son arrêt sur la frappe de Neymar à la Coupe du Monde 2018. Je pense que Castells ne l'a pas parce qu'il n'a pas la même détente. Le même niveau de toute façon, voilà. Voilà, Il n'y a pas de mal à le aussi. dire. Hein, Mais je veux dire que Courtois prend une telle place dans le but que... Et sans lui, si on avait une grosse défense, on pourrait se dire, ok, bah, la défense va faire le taf. Mais ici, j'ai un peu des doutes, quoi. Ouais. David? Moi, je pense que oui, parce qu'il y a peut-être une dynamique de groupe qui s'installe justement un peu revancharde par rapport à cette affaire, mais il n'y a pas que ça, hein, ça dépend de tellement de paramètres. Mais c'est vrai que c'est une perte énorme de jouer sans Courtois.
Mais je pense qu'on a vraiment une très bonne équipe parce qu'elle est solidaire. Et il y a une bonne ambiance dans cette équipe, sans Courtois d'ailleurs. Et ça fera peut-être que... Bon, maintenant, il y a blessés, des cartes rouges, tout peut se passer dans le football. Mais je pense qu'on a un coach aussi, malgré cette erreur de communication, on va dire, qui, lui, est très objectif et qui ne va pas... Enfin, il y a toujours une hiérarchie dans une équipe, mais il ne va pas trop tenir compte d'une hiérarchie. Si un joueur ne preste pas, il va le remplacer, lui. Ce que Martinez faisait beaucoup moins. Donc je pense qu'on a une chance parce que c'est plus solidaire qu'avant. Ça fait un peu penser à l'équipe nationale des années 80 où on jouait la finale de l'Euro d'ailleurs en 80 avec une équipe, on va dire, moins talentueuse mais qui allait au charbon et qui était très organisée. Donc c'est un peu un mix maintenant. On a de la frivolité, du talent et il y a aussi de la solidarité et de la résistance. Bruno. Et pour rebondir, années 80, défense, c'était Guéretz, Meus, Milcan, Rankin. Je pense que c'est quand même autrement plus fort que ce qu'on a aujourd'hui. C'est vrai. Alors pour moi, devant, on est pareil. Dans notre jeu, on est pareil. À l'arrière, pour moi, c'est limite. Et dans le goal, c'est insuffisant. C'est insuffisant pour toi, Koen Castel, c'est insuffisant pour. Moi, je pense que pour gagner au plus haut niveau, c'est pas assez. Ouais. Moi, j'ai envie de te citer un contre-exemple. C'est qui aurait parié sur une Coupe du Monde de ce niveau de la part d'Emiliano Martinez, qui était le gardien d'Aston Villa, qui est toujours le gardien d'Aston Villa. C'est vrai. Et qui était réserve à Arsenal avant. Ouais, voilà. Donc, peut-être que Koen Castel va nous sortir un euro à la Emiliano Martinez. C'est ce que je souhaite. Hein. On le souhaite tous, je crois. Je ne suis pas sûr que Thibaut Courtois le souhaite vraiment, parce qu'il aurait tout perdu au final. Si on allait gagner l'euro et que lui n'est pas là, il aurait tout perdu, parce que Tedesco serait le héros. Et si finalement sa blessure, c'est la bonne excuse, quoi. Ouais. Ouais. Bon voilà, on va conclure sur ce triste sujet, malheureusement, et on va espérer donc que Koen Castel soit notre Emiliano Martinez version 2024. Je pense qu'on espère tous ça. Et on va aller au penalty et il va chambrer l'attaquant adverse. Ce serait pas mal ça. Et puis il va ramener l'euro. Je pense que c'est pas dans son caractère. C'est pas dans son caractère. Non, je pense pas. Il y a aussi une question de caractère. J'imagine mal. Ça,